INA Podcast. Faut-il créer un ISF vert, un impôt de solidarité sur la fortune destiné spécifiquement à financer la transition écologique pour lutter contre le changement climatique? L'idée vous paraît farfelue, démago, encore un impôt qui stigmatise encore une fois les riches, toujours les mêmes? Attendez. Alors que le réchauffement climatique de la planète inquiète de plus en plus, record de chaleur dépassé au mois de mai, phénomène climatique extrême à répétition, été 2026 qui s'annonce déjà brûlant, et que ces changements du climat commencent à coûter très cher, matériellement et humainement, n'y a-t-il pas urgence à passer à la vitesse supérieure? Et comment financer une transition qui se chiffre en milliards? Est-ce que tout le monde doit contribuer ou seulement les plus gros pollueurs? Et d'ailleurs, qui sont-ils les plus gros pollueurs? Les ultra-riches et leurs jets privés? Ou c'est plus compliqué? Y a-t-il un manque de justice sociale dans la lutte contre le réchauffement climatique? Tout ça, on en parle avec vous. Patrick Savidan, bonjour. Bonjour. Professeur de philosophie politique à l'université Panthéon-Assas, directeur de la revue Raison Publique. Je cite votre dernier livre qui vient de sortir, Justice sociale, c'est publié chez Gallimard. Patrick Savidan, la justice sociale, c'est ce qui manque aujourd'hui pour embarquer tout le monde dans la lutte contre le changement climatique, pour responsabiliser tous les citoyens? Je crois qu'en effet, c'est très coûteux politiquement, moralement, de vouloir opposer justice sociale et transition écologique, et de comprendre que tout mettre sur la transition écologique est tout à fait faisable et admissible si pour autant on embarque tout le monde. Et donc on embarquera tout le monde qu'à la condition de pouvoir mettre en place des mesures qui soient perçues comme justes. Et on va développer tout ça avec vous, mais d'abord on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Pour comprendre l'arrivée progressive en France de la fiscalité écologique ou fiscalité verte, en gros les impôts et taxes qui visent des produits et activités polluantes, retour au début des années 2000. À cette époque, on commence doucement à prendre conscience de l'urgence climatique. Il y a déjà notre cher président Chirac en 2002 qui nous dit ça. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Et puis il y a surtout l'été 2003. Les Européens avaient rarement eu aussi chaud que l'été dernier. Ce sentiment est désormais scientifiquement confirmé par l'Organisation météorologique mondiale. Celle-ci vient de classer 2003 comme la 3e année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1951. Un réchauffement qui a provoqué des phénomènes climatiques extrêmes. Ouragans aux États-Unis, incendies monstres en Australie, canicule en Europe. Mais le plus inquiétant, c'est qu'au classement des années les plus chaudes, 1998, 2002 et 2003 occupent les 3 premières places. Sur ce point, les scientifiques sont unanimes, le thermomètre va grimper de plus en plus vite. Le constat est clair, il est grand temps de prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est justement l'objet du Grenelle de l'environnement organisé en 2007 par notamment Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'écologie de Nicolas Sarkozy. Et parmi les pistes évoquées, il y a d'abord la taxe carbone. Une taxe carbone pour sanctionner la pollution au dioxyde de carbone. En clair, pour augmenter le prix des produits les plus polluants et donc inciter les consommateurs à ne plus acheter que des produits écologiques. Seront donc taxés les hydrocarbures, pétrole, fioul domestique, l'essence à la pompe, mais pas seulement. Cette taxe carbone, vous allez la retrouver dans tout ce qui a nécessité des hydrocarbures pour être produit ou acheminé. Donc en fait, ça va toucher au prix d'absolument tout et n'importe quoi. Exemple, une clémentine du Maroc. Importée par avion, un moyen de transport très polluant, elle sera donc surtaxée et coûtera au final plus cher qu'une clémentine produite sur place, en France. Une taxe qui ne sera finalement mise en place qu'en 2014 sous François Hollande. Par contre, d'autres mesures fiscales entrent, elles, très vite en vigueur, comme le bonus-malus sur les ventes de véhicules neufs. C'est l'une des mesures phares du Grenelle de l'environnement. Un système de bonus-malus pour favoriser les véhicules les plus propres au détriment des plus polluants.
Le dispositif s'appliquera une seule fois, à l'immatriculation. Concrètement, l'heureux acheteur d'un véhicule propre touchera un bonus. Celui-ci ira de 200 à 1000 €, le maximum réservé aux petits véhicules émettant moins de 100 grammes de CO2 au kilomètre. Le malus, lui, s'échelonnera de 200 à 2600 € pour les véhicules les plus polluants au-delà de 250 grammes de CO2 au kilomètre. Il représente 1% des véhicules neufs. Autre mesure imaginée par le Grenelle de l'environnement, l'écotaxe sur les poids lourds. Le principe, taxer dès 2014 les camions de plus de 3,5 tonnes sur certains tronçons du réseau routier français. Oui, sauf que ça va faire grincer des dents. Novembre 2013, c'est ce que l'on va appeler la révolte des bonnets rouges. La main sur le klaxon, les poids lourds prennent possession de la route. Un barrage pour réclamer l'abandon pur et simple de l'écotaxe. Pas question de se satisfaire d'une suspension. Ça va nous programmer encore une surcharge dans le coût de transport qu'on ne pourra répercuter difficilement. Donc on veut la suppression de l'écotaxe. C'est tout, on veut que ça. La taxe qui nous impose nous bouffe les bénéfices. Il faut qu'on se défende, on ne peut pas continuer à rester à payer des taxes comme ça et puis à toujours travailler de plus en plus parce que c'est ça qu'on fait, nous, on travaille de plus en plus et on a l'impression qu'on gagne de moins en moins. L'écotaxe sur les poids lourds sera finalement enterrée par le gouvernement de l'époque. La révolte des bonnets rouges, une bande-annonce de la crise des gilets jaunes, peut-être bien. Nous sommes maintenant en automne 2018 et c'est cette fois la hausse des taxes sur le carburant qui va mettre le feu aux poudres. Barrage filtrant sur la voie rapide au nord d'Avignon. Au milieu des gilets jaunes, Arlette Monchot, 53 ans, participe à la première manifestation de sa vie. Elle est cariste dans une usine à 15 km de chez elle. La hausse des taxes sur les carburants a fortement impacté son budget mensuel. J'en ai pour 200 € d'essence, sans me faire trop de loisirs. Si je vais aller voir des amis qui habitent un peu loin, je suis coincée. Donc je suis restreinte. C'est pas juste l'essence, c'est un ras-le-bol général. Voilà, c'est la population s'étouffe. On s'étouffe. En réponse à la colère populaire, une convention citoyenne pour le climat est mise en place à l'automne 2019. 150 personnes représentatives de la société française tirées au sort pour trouver des solutions pour freiner le changement climatique. Et parmi leurs propositions... Quelles idées ont été retenues? La quasi-totalité, 146 sur 149, comme établir un bilan carbone annuel pour les entreprises, les obligeant à détailler leurs émissions de CO2. Autre annonce, le CO2 Score, une étiquette qui indiquerait si les produits consommés sont bons pour le climat. Des mesures qui pourraient être soumises par voie de référendum dès l'année prochaine, les membres de la Convention s'en félicitent. A l'inverse, quelles idées ont été écartées par Emmanuel Macron? D'abord, une mesure emblématique mais controversée, la taxation des dividendes. Je suis en désaccord, j'avais dit que j'avais quelques jokers, avec la taxe de 4% sur les dividendes que vous proposez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réorienter une partie des investissements vers des investissements plus verts, mais mettre sur tous les investissements une taxe, c'est réduire notre chance d'attirer des investissements supplémentaires. Existe donc une taxe verte sur les dividendes. Pour autant, l'idée de mettre à contribution les plus riches pour financer la transition écologique s'installe dans le débat public. En 2022, la création d'un ISF vert fait partie des propositions de certains candidats de gauche à l'élection présidentielle, mais c'est aussi l'une des recommandations d'un rapport remis au gouvernement en mai 2023, signé par les économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Explication à l'époque d'Axel de Tarlé sur France 2. La feuille de route, c'est de réduire d'ici 2030 de 55% nos émissions de CO2 par rapport à 1990. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, il s'agit d'électrifier massivement nos routes, de décarboner l'industrie. Bref, nous dit Matignon, ça va bouleverser la mobilité et nos modes de vie. Il y en a pour 66 milliards par an. Qui va payer? Alors le rapport de Jean Pisani-Ferry dit on va devoir avoir recours à l'endettement, mais on va devoir aussi taxer les ménages. Mais attention, il faudra les taxer équitablement pour ne pas avoir de phénomène type gilet jaune. Et c'est pour ça que ce rapport préconise de taxer les 10% les plus riches. Alors pas forcément par réflexe anti-riche, mais simplement si on regarde les émissions carbone des Français les plus aisés, eh bien ils émettent 46 tonnes, 3 fois plus que les 10% des Français les plus modestes. Et donc Jean Pisani-Ferry préconise une sorte d'ISF vert. Il dit qu'il faudrait taxer une partie du patrimoine financier des 10% les plus riches. Soit. Et maintenant,
alors que le changement climatique devient de plus en plus alarmant. Températures qui s'envolent, phénomènes climatiques extrêmes aux conséquences désastreuses. Comment lutter et surtout financer la transition écologique? Doit-on pour ça prendre des mesures radicales, notamment fiscales? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Patrick Savidan, déjà pour commencer, une réaction peut-être aux archives qu'on vient d'entendre? C'est assez troublant de voir à quel point cette fiscalité environnementale est extrêmement difficile à mettre en place. L'histoire de cette fiscalité-là est une histoire continuelle de lutte, de conflits, d'avance, de recul. Ça génère énormément de conflits d'une certaine manière. De colère, on a entendu. De colère, de sentiment d'humiliation, sentiment d'être méprisé, d'étouffer. Ce sont des mots très forts qui viennent montrer que les enjeux sont énormes et que de fait, on n'est pas simplement sur des enjeux techniques, de règles budgétaires, de curseurs économiques, de règles d'investissement raisonnables, etc. On est sur quelque chose qui relève du projet de société. Et c'est sans doute la difficulté. C'est-à-dire que le sentiment est très fort de s'inscrire dans une réflexion qui avance sur le plan des outils fiscaux, par exemple, mais qui n'accompagne pas cette avance par une réflexion d'ensemble qui permette de donner du sens à la direction dans laquelle on s'engage, de sorte que chacun puisse avoir le sentiment que cet impôt est extrêmement lisible, qu'il est équitable, qu'il est mobilisateur, qu'il est traçable par les effets qu'il produit, etc. On va parler de cette fiscalité verte, de solutions éventuelles pour financer la transition écologique, pour embarquer tout le monde. Mais avant ça, pour qu'on comprenne bien, c'est un point que vous développez dans votre livre Justice sociale, publié chez Gallimard. Nous ne sommes pas tous égaux en tant qu'individus face au changement climatique, déjà au niveau international. Oui, c'est une évidence. De fait, la structure du développement n'est pas équitable et elle induit des charges plus particulièrement différenciées en termes de niveau de pollution par des pays les plus riches qui ont avancé très tôt avec des industries très carbonées par rapport à d'autres endroits qui étaient plus lents de développement ou avec des modes de développement qui étaient moins polluants. Donc il y a eu une différence très forte qui se traduisait par un paradoxe insupportable d'une certaine manière puisque les personnes qui ont le moins ou les pays qui ont le moins pollué du point de vue de l'histoire récente sont en même temps ceux qui sont le plus affectés puisqu'ils se situent dans des régions plus exposées, plus vulnérables sur le plan urbain, mais sur le plan climatique aussi, sont plus exposés aux conséquences d'une pollution qu'ils n'ont pas provoquée. Il y a des endroits du globe où on s'interroge, dans le Pacifique par exemple, sur la durée de vie du pays lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des eaux, le territoire va disparaître par exemple, et c'est une réalité très tangible. Donc c'est concret à l'échelle internationale, mais ces inégalités, elles sont aussi concrètes à l'échelle de la France, de notre pays. On l'entendait dans le récit documentaire, Axel de Tarlé l'expliquait, on n'est pas tous égaux non plus face au changement climatique en France, même si on a tous chaud pareil en ce moment. C'est assez difficile, c'est contre-intuitif, disons, parfois de se le dire, mais de fait, on a le sentiment que la crise climatique induit des catastrophes et des niveaux de catastrophes qui font que finalement le riche n'est pas moins exposé que le pauvre. Quand on a des catastrophes médicales, par exemple, ou des catastrophes environnementales plus classiques, etc., on se dit tout le monde est emporté. Et donc, il peut y avoir un message très unitaire autour de l'idée « arrêtons nos bêtises », en gros. Ça peut être fédérateur. Voilà, ouais. Ça peut être très fédérateur de dire on est tous dans le même bateau. Et donc, il s'agit de se mobiliser autour de cet objectif unitaire. Et donc, ça a été une des positions qui a été, dans un premier temps, adoptée par de nombreuses instances internationales. Il y a eu des manifestes de scientifiques, par exemple, disant « mobilisons-nous parce que nous sommes tous en danger ». Mais très clairement, et depuis ces premiers appels à la mobilisation, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr que, de fait, à des niveaux extrêmes, la catastrophe nous embarquera tous et nous affectera tous, mais à des niveaux moins extrêmes, à l'échelle globale, il est clair que certains sont déjà dans des situations extrêmement critiques, alors que d'autres ont encore des moyens de se protéger. Et c'est ça, cette difficulté-là. C'est-à-dire que l'inégalité, elle joue à tous les niveaux, même au niveau local, même au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui contribuent davantage à la pollution. On l'entendait, les 10% les plus riches, grosso modo, polluent, ou émettent 3 fois plus d'émissions carbone que les 10 Français les plus pauvres. Voilà. Puis il y a des ménages qui consomment beaucoup de viande de bœuf, par exemple, d'autres qui en consomment moins, etc. Et donc on sait que prendre l'avion, c'est un des facteurs. La viande, c'en est un autre également qui pèse énormément sur le réchauffement climatique. Donc il y a des inégalités dans la production de ces facteurs polluants, en quelque sorte, mais il y a aussi des inégalités d'exposition.
Même au niveau national, il y a des endroits qui sont plus exposés à certaines pollutions, à certains réchauffements climatiques. Il y a des espaces extrêmement minéraux, peu végétalisés, où on souffre davantage de la chaleur. Il y a des endroits où les logements sont très peu isolés. Donc, toutes les formes de chaleur qu'on connaît actuellement les frappent plus durement. Donc, ça se traduit aussi en termes de réduction différenciée de l'espérance de vie. Ce sont des choses très concrètes dont il faut se préoccuper. Mais plus positivement aussi, on voit que certains ont plus les moyens d'aménager leur espace. De mettre la clim chez soi. De partir dans des endroits plus végétalisés. S'acheter une maison en Bretagne. Non, mais je caricature, mais c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des inégalités de capacité d'adaptation. Donc, il y a inégalité dans la production, inégalité d'adaptation, qui correspond en gros au schéma qu'on observe à une autre échelle, au niveau global. Mais il y a aussi une inégalité politique qui est extrêmement coûteuse, c'est-à-dire quelles sont les populations, et on l'entendait bien dans les archives que vous avez dégagées, il y a des personnes qui ont le sentiment de ne pas être écoutées, de devoir, eux, être sollicités, de devoir, eux, payer pour une transition écologique qu'ils n'ont pas rendue aussi nécessaire que d'autres catégories de la population. Donc, les inégalités doivent être décomposées de manière analytique, d'une certaine façon. Vous écrivez, on voit le spectre d'un nouvel apartheid quand vous parlez de la lutte contre le changement climatique. Enfin, en tout cas, que l'écologie devient une forme de terrain de lutte des classes. Parce qu'apartheid, c'est un mot qui est très fort. C'est un mot qui est très fort, qui n'est pas de moi, qui est de Desmond Tutu. Donc, il sait de quoi il parle. Et dans un contexte international, il avait effectivement appelé la communauté internationale à se mobiliser autour d'une urgence qui était liée précisément au constat que cette notion d'apartheid, qui est extrêmement forte, effectivement, et douloureuse pour beaucoup de populations, ne soit pas en train de se reconstituer sur des bases radicalement nouvelles. Mais pas si nouvelles que ça. Si on garde à l'esprit l'origine, par exemple, de la notion de justice environnementale, c'est une notion qui est née aux États-Unis et qui est née sur une base qui était celle de la fracture raciale. C'est-à-dire que des populations identifiées racialement étaient suraffectées par les catastrophes écologiques, notamment les ouragans. Katrina, par exemple, a plus tué une certaine catégorie de la population qu'une autre. D'une part parce qu'elle était coincée, parce qu'elle était dans des habitations qui étaient moins solides et parce qu'elle n'avait pas les moyens de mobilité qui lui permettaient de s'extraire de la zone à risque. Donc on avait très clairement ici des écarts d'espérance de vie qui correspondaient tout simplement à une fracture raciale. Et donc c'est dans ce contexte-là que la justice environnementale est tout d'abord née. Et alors, si on souhaite remettre de l'égalité, de la justice sociale autour des enjeux écologiques et de la lutte contre le changement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire ? On entendait donc dans le récit documentaire la proposition évoquée par ce rapport des économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, remis au gouvernement en 2023, création en quelque sorte d'un ISF vert, donc taxer les 10% des Français les plus riches pour contribuer au financement de la transition écologique. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Déjà, il faut clarifier ce qu'on entend par fiscalité verte. Il y a une fiscalité verte qui s'entend comme une manière de taxer un bien ou un service qui a un effet jugé néfaste sur l'environnement au regard de ce que la science aujourd'hui peut nous apprendre. Le principe est assez simple, il s'agit de faire payer davantage ce qui porte atteinte à l'environnement. Pollue, ouais. Donc ça relève de la logique pollueur-payeur d'une certaine manière. Mais la fiscalité verte telle qu'elle a été pratiquée et telle qu'elle est même pensée dans le contexte de cette réflexion sur un ISF vert ne correspond pas exactement à cela. Il ne s'agit pas de décourager certaines pratiques, il s'agit de trouver une base de financement, d'investissements massifs qui sont destinés à financer la transition écologique. 70 milliards d'euros par an coûterait la transition écologique si on voudrait grosso modo bien la faire, quoi. Oui, il y a en tous les cas 3 raisons qui peuvent nous conduire à l'envisager de cette manière-là. C'est-à-dire, la première raison est la raison qui tient à la capacité contributive. C'est-à-dire qu'il y a un argument de bon sens qui consiste à dire... Les riches en plus... Voilà, ils sont plus aptes à produire. Ouais. Ils peuvent plus disposer de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas enferrés dans leur pratique, ils ont une capacité de choisir entre différentes options, alors que la taxe carbone qui frappait les personnes qui utilisaient des véhicules au diesel, ils n'avaient pas d'alternative. Donc on les taxait au fond pour une raison qui était injuste, parce qu'on taxait leur incapacité, leur impossibilité de changer. Alors que les riches ont une marge de manœuvre, ont une mobilité plus grande. Donc il y a la capacité, et puis ils ont plus le moyen pour le faire. La deuxième raison qu'on peut avoir de taxer cette population-là, c'est qui a été évident, et ce que vous avez mis en avant à juste titre, c'est la responsabilité différenciée. C'est-à-dire qu'il y a des modes de vie qui sont environnementalement plus dommageables que d'autres. Donc si on sait que prendre l'avion est extrêmement polluant, on voit
qui prend l'avion, et on peut donc jouer sur ces possibilités-là. Et la troisième tient à un enjeu politique, parce qu'il faut mesurer à quel point cet idéal, cette exigence est une exigence. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le faire de manière marginale. Il faut radicalement changer nos manières de vivre. Et donc, il faut vraiment convaincre les individus de l'accepter, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce vers quoi on va, et parce que changer, c'est pas forcément toujours acceptable à beaucoup de gens. Et donc, il faut réussir à construire des raisons d'avancer. Et donc, le fait de dire tout le monde va mettre la main à la poche, d'une certaine manière, c'est aussi une manière de dire on joue la carte de l'unité sur cette question-là, et ceux qui ont vraiment une capacité contributive de financer la transition écologique vont être tout particulièrement mobilisés. Mais cela dit, je pense que la question de la responsabilité différenciée n'est pas la bonne justification. Même si on sait que certains modes de vie sont plus polluants, pour s'extraire de la tentation un peu moralisatrice qui consisterait à dire on pointe du doigt des catégories, etc. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas un peu démago ? Est-ce que c'est pas flatter le ressentiment anti-riche qui a vraiment la cote en ce moment ? Oui, c'est pour ça que moi, je n'irai pas dans cette direction. On peut très bien continuer de faire le travail d'identification des responsabilités différenciées et de dire, voilà, il y a des pratiques, on les désindividualise, mais on dit il y a des pratiques qui sont particulièrement coûteuses sur le plan environnemental et il faut essayer de les limiter. Donc ça, on peut essayer de trouver des solutions pour ça. Mais viser des groupes pour aller dans la direction qu'on souhaite viser, ça ne me semble pas forcément une très très bonne idée, d'autant qu'il faut être, pour pouvoir en faire un outil juridique juste, être capable de prouver que cette personne-là qui va être taxée a effectivement le comportement répréhensible sur le plan environnement qu'on veut stigmatiser ou qu'on veut limiter. Et donc ça suppose, imaginez-le, un État qui soit extrêmement interférent. Inquisiteur. Quasiment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder le patrimoine, l'état du patrimoine, l'évolution du patrimoine, mais il faut aller regarder ce que les individus font de leur argent, font de leurs revenus. Donc c'est un peu risqué. Moi je pense qu'il faut simplifier les choses d'une certaine manière et dire on regarde la capacité contributive. Et c'est quelque chose qui se justifie pour tout ce qui est de l'ordre des problèmes d'injustice ou les problèmes d'ordre structurel. Quand on a des responsabilités extrêmement imbriquées, c'est difficile de savoir qui est responsable de quoi. Même si on peut, bien sûr, identifier des pratiques, et encore une fois, je le redis, faire tout ce qu'il est en notre pouvoir pour essayer de les proscrire ou de les limiter. Mais identifier les personnes qui sont responsables de ces pratiques, qui abusent de ces pratiques, ça, c'est une autre paire de manches, d'une certaine manière. Et ça risque d'avoir un coût social extrêmement fort. Donc je pense qu'il faut mieux le présenter de manière moins punitive, de manière plus constructive et dire on vous accuse de rien, par contre, on a besoin de vous. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'un ISF vert serait constitutionnel ? On a eu ce débat avec la taxe Zuckman à l'automne 2025, du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, qui propose de taxer de 2% les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros. Certains ont dit, ce sera inconstitutionnel. Et effectivement, poser la question, est-ce qu'un ISF vert ne risque pas d'être inconstitutionnel aussi ? À vrai dire, non, je ne crois pas. On a déjà quand même un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire que l'ISF, le principe, en tous les cas, n'est pas jugé inconstitutionnel. Et il a existé. Il a existé. On a déjà fiscalisé la question des patrimoines et donc c'est bien évidemment la preuve que c'est tout à fait possible. On peut taxer une capacité contributive en fonction d'une capacité contributive qui elle-même est indexée sur un patrimoine. Mais bien évidemment, il y a des conditions qui doivent être réunies, c'est-à-dire que l'impôt ne doit pas être confiscatoire, il doit faire valoir une assiette très claire, il doit y avoir des seuils objectifs, que le taux doit être proportionné, il faut prendre en compte les contraintes particulières d'un foyer ou prévoir éventuellement des mécanismes de plafonnement, des mécanismes d'étalement pour éviter justement ces effets confiscatoires. Et puis il faut surtout, ça avait été un des problèmes dans le cas de la fiscalité verte, éviter les exemptions arbitraires. C'est-à-dire si on pose une loi et qu'en même temps on prévoit toute une ribambelle derrière d'exemptions, le sentiment d'injustice est très très fort dans la population. Donc on a déjà un article 13 de la déclaration de 1789 qui prévoit que chacun doit être mobilisé sur le plan fiscal à hauteur de ses capacités contributives. Donc on s'inscrit dans cette logique. Il y a également le sujet, on entendait dans le récit documentaire, cette proposition de la Convention citoyenne pour le climat de taxer les dividendes à hauteur de 4%, proposition évacuée par Emmanuel Macron. On a beaucoup en tête l'image des ultra-riches qui polluent avec leur jet privé, leur yacht, leurs grosses bagnoles, etc. Mais on pense peu aux investissements financiers et à leur impact écologique, les investissements des banques et des particuliers dans des activités
activité rentable et parfois très polluante comme le financement des énergies fossiles. Est-ce qu'il y a là aussi de fortes inégalités qui se cachent là-dedans ? Il y a de fortes inégalités parce qu'à la base, tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'investissement. Donc ça traduit forcément des choix sociaux et des possibilités sociales et des cadres sociaux qui jouent un rôle très fort. Après, je crois que l'idée suivant laquelle taxer aurait un impact sur les investissements est un peu dérisoire, en fait, si on réfléchit à l'échelle du problème. Oui, parce que ça a été un argument, ça va réduire les investissements. Et pareil, si on taxe les plus riches, ça va faire de l'exil fiscal, etc. Ça, c'est des arguments contre. Et puis, c'est dérisoire à l'échelle du problème. C'est-à-dire que, bien sûr, les très riches ont la capacité de s'adapter, et donc ils peuvent effectivement vouloir temporiser ou penser qu'il n'y a pas vraiment un problème de climat. Mais en même temps, ça devient de moins en moins tenable comme position. On voit bien que la société ne peut pas encaisser ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement. Et donc, je pense que la solution, c'est plutôt d'essayer, encore une fois, de rendre la chose plus positive et de dire on n'est pas contre l'investissement, on est contre certains types d'investissement. Donc, la transition écologique est un instrument massif d'investissement qui a du sens pour la société. Et donc, c'est vers là qu'il faut flécher les capitaux. En parlant de flécher, admettons qu'on taxe les ultra-riches sur leur yacht, machin, etc. Les riches, qu'est-ce qu'on fait de l'argent récolté ? Est-ce qu'elle doit nécessairement être allouée à des projets écologiques ou est-ce qu'elle doit être redistribuée ou tout simplement aider au fonctionnement lambda des services publics, hôpitaux, justice, éducation et j'en passe ? Je pense que ça doit être fléché sur la transition écologique de manière très nette et dans une logique de reddition de comptes extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire qu'on doit dire voilà, l'argent a été généré, il a été productif, voilà ce qu'il a fait, voilà les objectifs qu'on a pu atteindre grâce à lui, voilà les choses sur lesquelles on va essayer de s'améliorer, etc. Il faut qu'il y ait des points d'amélioration. Par contre, très clairement, si on tient compte de ce qu'on a dit jusqu'à présent, la transition écologique n'est pas l'adversaire de la justice sociale. C'est le vecteur de la justice sociale. Et donc, dire on investit restrictivement sur la transition écologique, c'est dire aussi on avance sur la justice sociale. Comment financer notre transition écologique ? Faut-il créer un ISF vert ? Notre justice sociale est-elle mise à mal par la crise climatique ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Patrick Savidan, professeur de philosophie politique à l'université Panthéon-Assas, directeur de la revue Raison Publique. Je rappelle, votre dernier livre, Justice sociale, c'est publié chez Gallimard. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Un dernier mot pour vous, auditeurs. Merci infiniment de nous avoir suivis toute cette saison. Vous le savez, si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires, parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à très vite.